Là, le Bouchot, voilà, c'est ça. Une ancienne ferme qui est tricentenaire et qu'on a transformée en lieu d'accueil, d'expérimentation, de partage et sur les principes de la permaculture. Prendre soin de la terre, prendre soin des hommes et partager équitablement. Lorsqu'on s'est installé au Bouchot, ici c'était une cour de ferme et il n'y avait rien, il n'y avait aucune vie, il n'y avait que des graviers comme ça. Et la première chose que j'ai dit à Jean-Philippe, j'ai dit il faut mettre de la vie dans cette cour, on va donc créer un oasis dans la cour. Jean-Philippe est rentré dans le bureau qui était un poulailler et dans lequel il a récupéré plein de pierres. J'ai dit aux filles, oh regardez, on va s'amuser. Et on a commencé à prendre chaque pierre une par une et on a commencé à faire un cercle. Puis après, comme il restait des pierres, on a monté les pierres au milieu et c'est pour ça que là, on a une butte. Et une fois qu'on a créé le jardin, on a décidé de planter. Sauf que quand on a voulu planter, le sol était tellement dur qu'il était impossible de donner un coup de bêche. Donc on s'est dit, on va procéder différemment, il est impossible de pouvoir tout casser. Donc on a commencé à donner un grand coup de godet pour pouvoir planter le frêne qui se trouve là au milieu de la cour. Et puis pour le reste, ce que j'ai fait, j'ai simplement pris des pierres, comme ça. J'ai mis un petit peu de terre affleurante, puis j'ai pris un arbre et j'ai planté. Puis je lui ai dit, maintenant mon chéri, débrouille-toi. Alors voilà le résultat. J'adore ce résultat, parce que si tu regardes tous les arbustes qui sont là, ils ont 13 ans, les arbustes. Normalement, si tu regardes ici le Magnolia stenata, il a 13 ans d'âge. Comme il n'a pas de terre, comme il pousse uniquement dans du caillou, il s'est bonséifié. Donc il est resté petit, mais ses fleurs ont la taille d'un Magnolia adulte. Et si tu regardes toutes les plantes qui sont à l'intérieur, c'est exactement le même processus qui s'est passé. Donc c'est la preuve que, en fin de compte, tu peux mettre n'importe quoi dans un milieu pas forcément propice à la plante. Si elle arrive simplement à récupérer un petit peu d'eau et un peu de nutriments, elle va quand même pousser. Et comme elle ne va pas avoir du mal à pousser et à se développer, eh ben elle va se bonséifier et elle va donner toute sa sève et toute son énergie dans les fleurs. Donc elle va faire de merveilleuses fleurs tout en restant petite. Donc j'aime beaucoup ce magnolia parce que c'est la preuve que même dans du caillou, on peut faire pousser des plantes. À partir du moment où on met beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie. Here comes the judge severe. I won't join and roll. The seventh trumpet speaks him near. Donc là on sort du mandala Céligonia. Donc il est tout neuf, tout frais. Et les arbres commencent tout juste à débourrer, c'est-à-dire à sortir leurs premiers petits bourgeons, leurs premières petites fleurs, feuilles potentiellement. Et donc il y a un paquet d'arbres. Donc là c'est un grand camping avec le Zoom que vous avez vu tout à l'heure. Et ça va être son premier printemps, donc on attend tous avec impatience ce que ça va donner parce que ça va être une grande surprise. Donc voilà, pour cet espace qui lui, on ne sait pas ce qu'il va donner mais ça va être magnifique. Comme on a beaucoup d'espace ici et qu'on aime bien quand même les plantes, les animaux, que tout ça, ça s'équilibre, on a quand même là deux grandes pâtures, presque trois pour les poneys, les chevaux et les ânes. Donc il y a 4 équidés qui se promènent sur le terrain, donc ça c'est sympa. Et par exemple ici, là je les mets là, comme ça ils me broutent l'herbe, j'évite au moins d'utiliser le pétrole de ma tondeuse. Donc ici on est au centre d'un jardin mandala à la ferme du Bouchot et on a voulu créer un espace au centre du jardin qui soit un espace d'accueil et de formation, d'ateliers, voilà, autour de la permaculture et du bien-être. Ici on a donc un cap de cintrage au niveau de la ceinture équatoriale qui va éviter, si tu veux, que le Zoom se déforme. Parce que là, tu as les forces, vu qu'on a un retour comme ça, tu as les forces qui poussent dans ce sens-là et ça aurait tendance, si on ne mettait pas le câble, à faire pousser ce niveau-là vers l'extérieur. Et donc ici, par exemple, avant de mettre le câble, on avait des endroits où le contrevent, si tu veux, il avait tendance à s'arracher presque. Donc le câble de cintrage, il permet, c'est le seul point faible, si tu veux, dans l'ossature d'un Zoom au niveau de la ceinture équatoriale, et le câble de cintrage, voilà, va permettre de le garder bien serré.
la gratte? Non, parce qu'on va devoir le couper pour en faire un diamant. Notre intention, c'était de faire une éco-construction. Donc tout est en bois, on va l'isoler en fibres de bois, en matériaux naturels. La couverture, ça sera des tavaillons, c'est-à-dire des tuiles de bois, des bardeaux fendus en mélèze. Voilà. Et cette construction est faite de manière participative, donc c'est-à-dire le financement a été participatif à travers un crowdfunding et une aide du conseil régional. Et c'est essentiellement des bénévoles qui viennent participer et œuvrer voilà, à la réalisation de ce projet. En fait, ici, c'était rien. C'était un espace entre 3 bâtiments. Donc qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit on va essayer de le vitrer un peu avec du polycarbonate pour que la lumière transparaisse à travers. Et on a fabriqué une grosse table à semis. Alors ça, une grosse table à semis, pourquoi on s'est embêté à fabriquer ça? Parce qu'on voulait semer à chaud. On voulait fabriquer un système qui puisse faire lever les graines qu'on plante en avance par rapport à ce qui se passerait dans la nature normalement. Donc du coup, on crée une thermique en dessous qui réveille les graines comme si on était au printemps, quoi. Donc du coup, on a fait démarrer des graines dès février. Alors il y a des espèces qui se plantent très bien en février, il y en a qui se plantent plus en mars, en avril, et nous on a pris un peu d'avance. Comme ça, on a déjà des aubergines qui sont en train de pousser, donc là tu peux peut-être voir les petites aubergines. On a du basilic qui pousse, donc ça on va les repiquer, hein. C'est que des plantes qui germent ici. Une fois qu'elles ont suffisamment de racines et de feuilles, on les transplante dans des petits pots pour qu'elles se développent un peu plus jusqu'à un stade de 4 feuilles à peu près. Et ensuite, elles vont aller en pleine terre, soit dans une serre, ou en pleine terre, dehors dans les mandalas, soit Céligonia, soit Nelson. Alors celui-là, j'aime beaucoup, c'est un arbre de Méditerranée que nous avons récupéré dans l'arrière-pays niçois, dans la forêt. Lorsqu'on est arrivé ici, donc il n'y avait pas un seul arbre. Et puis 3 ans plus tard, nous sommes allés dans l'arrière-pays niçois. Et j'avais lu un livre dans lequel il était mentionné qu'avant, il y avait des arbres de Méditerranée, des pins sylvestres comme ça, qui poussaient en Sologne. Simplement, il y avait eu un grand coup de froid. Et donc tous les pins étaient morts et c'est pour ça qu'on les avait remplacés par du Douglas. On se promène avec Jean-Philippe dans la forêt et on trouve un tout petit arbre comme ça. Et je dis à Jean-Philippe, allez, on le prend et on tente et on le met au bouchon. Il était petit comme ça et regarde ce qu'il est devenu. Donc pour moi, c'est encore une preuve, cet arbre-là, qu'en fin de compte, lorsqu'on prend une terre, lorsqu'on prend un lieu, il est important de regarder ce qui pousse, mais il est important également de regarder sur le passé. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des cycles dans la nature. Et on a osé mettre, en fin de compte, ce pin sylvestre, qui normalement, il y a 13 ans, tout le monde nous a pris pour des fous en nous disant « ça ne peut pas pousser ». Et pourtant, il est là parce qu'il y a eu un changement de climat. Et demain, ça se trouve, il y aura des pins sylvestres partout en Sologne. Dans Nelson. Nelson, c'est le jardin forêt qu'on a installé il y a 6 ans. Il a 6 ans maintenant, si tu veux. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, c'était le champ comme le champ qui était derrière. C'est comme le champ qui était derrière, avec la particularité quand même, c'est que on a installé Nelson sur du sable, tu vois. Ici, c'est du sable, voilà. Quand on regarde ici, c'est du sable. C'est du sable. Donc on va dire dans le sable, il n'y a pas grand chose qui pousse, quoi. Donc pour installer ce jardin forêt, on a quelque part fait de la terre. Voilà. C'est une bonne terre qui sent bon, une terre forestière. Et ça on l'a fait avec des déchets végétaux. Sinon on n'aurait pas ces arbres aujourd'hui tels qu'ils sont et qui commencent à produire de l'abondance. Et ça, c'est magnifique. Donc ça, c'est le principe du jardin forêt, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs étages de végétation. Il y a des arbres comme celui-ci, ici, qui est un pommier, et qui est bien vaillant hein, pour un arbre qui a à peine 6 ans. Et puis à côté, on a des petits fruits. Enfin, la prochaine étape, c'est de poser du coup le pare-pluie pour mettre hors d'eau l'ossature.
Donc c'est un film qui est perspirant, c'est-à-dire qu'il est étanche à l'eau et en même temps il laisse passer l'humidité qu'il y a dans l'air, qui serait présent à l'intérieur de la pièce, quoi. Du coup on va poser le pare-pluie par-dessus l'ossature, ensuite mettre des contre-lithos verticaux, des lithos horizontaux qui vont permettre l'accroche des tavaillons, donc des tuiles de bois. Voilà, là on découpe un plastique, c'est juste pour mettre la rosace hors d'eau, et une fois qu'on aura fini la couverture, on va faire un système de rosace amovible qui permettra, avec une vis sans fin, de lever, d'ouvrir le chapeau et du coup de ventiler par le haut toute la structure. Les voilà atterris là. Donc là on a fait un petit système pour que en dessous, là, vous voyez des petites cales, pour qu'on puisse remplir d'eau. Parce que nous on a fabriqué le système, on a fait avec ce qu'on a pu, on aurait pu acheter un truc, mais bon, moi j'avais préféré faire ça parce que j'avais ça sous la main. Et donc je remplis d'eau, ça permet, mes petites barquettes, il y a des petits trous en dessous, ça permet d'humidifier en continu mon terreau. Donc du coup, mon terreau sèche jamais, ils ont toujours de l'eau et ils poussent à leur rythme tranquillement. Donc ils ont été repiqués tout petits, puisque il leur a pris la drôle d'idée de vouloir tiger, c'est-à-dire faire une longue tige, mais pas très solide. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils finissent par courber. Donc on les a repiqués en descendant au maximum pour retrouver les deux petites feuilles qui soient juste au-dessus du niveau de la terre. Et donc une fois qu'ils ont été repiqués de cette façon dans les petites barquettes, ils ont pu reprendre un petit peu leur essor et développer des feuilles un peu plus intéressantes. Donc là, nos petits choux, ils commencent à être bien partis. Et donc eux, ils vont aller agrémenter les mandalas Nelson et Céligonia. C'est un chêne américain, c'est intéressant. Parce que il y a l'idée de garder un chêne américain. Mais lui, il est venu tout seul, il s'est installé là, il a poussé tout seul. Tu vois, il est déjà bien enraciné. Et là, on est au nord. Je me dis que si on a un chêne au nord ici, ça va peut-être un peu nous protéger du vent, parce que le nord, c'est souvent le vent froid ici, c'est le nord, nord-nord-est. Donc là, on rentre par le nord, et on passe la peau du jardin, hein, de l'épiderme du jardin forêt, du mandala, et on arrive là, c'est les arbres plus jeunes. Ça, c'est les arbres qui ont été plantés il y a 2 ans. Et là, ils sont beaucoup plus jeunes. Mais ils ont déjà des légumes au pied, parce qu'on leur met des petits légumes au pied pour les accompagner. Souvent on met des oignons, de l'ail, des poireaux, des aliacées, ça va bien. Là il y a un petit mûrier, il est à côté de lui, il y a déjà un fenouil qui est en train de reprendre, mais les mûriers ici dans le sable, ça ne marche pas très bien. Après il y a des cognaciers, des kakis. Regarde celui-là, il est en fleurs, il est magnifique. Regarde, c'est d'ailleurs des petits mandalas. On voit des petits mandalas, parce qu'en fait, le mandala, c'est une forme qui existe dans la nature. C'est une forme naturelle, le mandala. C'est pas... les gens disent, pourquoi vous faites des mandalas? Parce qu'en fait, c'est le pattern qu'on rencontre le plus souvent dans la nature. Une fleur est un mandala. Si tu regardes cette fleur-là, il y a 5 pétales, c'est un petit mandala. Elle est magnifique. Magnifique, c'est le printemps, c'est le jour du printemps, et on a des petites fleurs qui explosent. I'd like to pet you before I go. I'll be back tomorrow night so we can drink some more. I don't care what the people are thinking. I'm not drunk. On a choisi de faire un zoom parce que c'est une structure vraiment harmonieuse. Déjà, elle est basée sur les principes de géométrie sacrée, c'est-à-dire basée sur le nombre d'or. Voilà, qui est une proportion mathématique qu'on retrouve dans la nature et qui est source d'harmonie. Voilà. Et du coup, ça crée une ambiance. Il y a une onde de forme qui fait que c'est un espace vraiment propice au bien-être, à la détente. Voilà, quand on rentre dedans, les cathédrales romanes, par exemple, sont basées sur les mêmes principes numériques et d'ondes de forme. Et c'est vrai, quand on rentre dedans, il y a une ambiance, il y a quelque chose qui porte au bien-être. Je vais te raconter un peu. On a un ami que j'ai nommé qui s'appelle Alain Lancel, qui se passionne depuis 20 ans sur la culture des Celtes.
Et c'est un livre d'histoire ouvert qui connaît tout de la vie des hommes de la forêt à l'époque celtique. Et au moment des Celtes, il y avait donc un certain nombre de personnes qui vivaient dans la forêt. 4 fois par an, ils se réunissaient dans une clairière, au milieu de la forêt. Et puis c'était le moment où on prenait les décisions importantes de la vie de la forêt. Et notamment les décisions sur le commerce avec les habitants dans les villages. Donc il y avait le représentant des hommes de la forêt, du clan de la forêt, qui allait après voir les gens du village, il leur disait de quoi vous avez besoin, vous, pour pouvoir vivre dans le village. Et puis après, ils réunissaient les clans de la forêt en disant voilà, j'ai besoin de forge, j'ai besoin de tuteurs, j'ai besoin de bois pour la chauffe, ainsi de suite. Et donc c'était un moment où les gens se réunissaient et prenaient des grandes décisions sur la gestion de leur vie et de la forêt. Et c'était naturellement un moment de fête. Lorsque Alain me parle de ça, j'ai trouvé l'idée trop sympa et je lui ai dit mais ce qui serait sympa, c'est qu'on refasse au Bouchot le clan de la forêt. Et il me répond mais pour ça il nous faut une clairière. Alors on a regardé, on a dit mais le problème c'est qu'ici on n'a pas de clairière puisqu'on n'a pas de forêt. Donc on s'est dit bah c'est pas grave, on va nous inventer une forêt qu'on va faire pousser. Comme ça demain on aura une clairière. Donc en fin de compte à terme, tous les arbres qu'on a plantés là, le but c'est que ça se développe comme une petite forêt et donc on a créé une clairière à l'intérieur de notre forêt. Alors là, on entre dans la serre à semis qui se réveille tout juste après la nuit, donc on est dans une serre, hein, donc ça descend un petit peu. Donc là, c'est pas la serre directement où on sème, c'est la serre où on repique ce qui a été semé sur une couche chaude, ou on sème directement en couche froide, mais à l'abri, dans le sol. Donc là, il y a plein de, on dirait, un petit endroit un petit peu mortuaire, parce qu'il y a plein de voiles, ou qu'il y a une araignée qui s'est déplacée là-dedans. Mais en tout cas, si on soulève ces voiles, qui servent à protéger les petits semis pendant la nuit, parce que la température descendant quand même, ça garde une petite couche, une masse d'air un peu plus chaude autour de leur feuillage, qui leur permet de, surtout de ne pas geler, parce que ces semis-là, vous comprenez bien qu'on est en mars, et dans la nature, ils n'auraient pas germé d'eux-mêmes si on ne les avait pas un peu forcés en leur faisant croire qu'on était au printemps et qu'ils poussaient sur un sol un peu plus chaud. Donc là par exemple, ce sont des petits haricots qui ont levé en couche chaude et qui se sont fait repiquer en pot et qui vont partir dans la serre à l'autre bout du Bouchot qui sert pour les légumes-fruits, puisque les haricots ce sont des légumes-fruits notamment, et les légumes-fruits assez grimpants, donc on va pouvoir les faire grimper sur des colonnes par exemple comme ça. Et là par exemple on a semé directement en couche froide dans du terreau, mais à l'abri quand même, puisqu'on est sous serre, des carottes à la volée. Donc là il va y avoir un petit exercice d'éclaircissage, ça veut dire enlever les carottes qui sont trop près les unes des autres pour que chacun ait sa place un petit peu pour pousser. Et dans les espaces qui seront créés comme ça, vu que les carottes elles utilisent l'espace profond avec leurs carottes, avec leurs racines, nous on va planter entre elles des petites salades qu'on a déjà, qui sont juste là, qui sont en train de grandir tranquillement, qui ont levé en couche chaude, qui sont arrivées en repiquage à l'abri, et qui vont continuer une partie de leur vie, pour certaines, entre les carottes, et elles vont occuper l'espace un peu plus aérien avec leur feuillage. Donc comme ça on utilise le haut et le bas en partant du même point avec une graine au centre. Donc ici on stocke dans cette réserve, on stocke l'eau des différentes toitures qui sont ici, là, c'est-à-dire qu'il y a 500 mètres carrés de toiture. Donc on va stocker l'eau ici, qui va nous servir pour l'arrosage du jardin-forêt. Mais avant de l'utiliser, on va la remonter dans le jardin-forêt et la passer dans un vortex. Donc on a autoconstruit cet appareil. L'idée c'était de créer un vortex pour recréer le mouvement naturel qu'a l'eau dans les rivières et un mouvement qui lui permet de se redynamiser et de se restructurer. Donc du coup, on pompe de l'eau dans le puits, on a la nappe phréatique et le puits en dessous, on prend l'eau, on la renvoie en tangente dans le bas du vortex, ça remplit la colonne d'eau, et ensuite en ouvrant la vanne qui est en dessous, ça crée une dépression et donc on a le vortex qui descend et qui se met en mouvement. Parce qu'en fait, l'eau qu'on utilise du robinet, c'est une eau dormante, c'est une eau
une eau morte. Hein. Et là, on la redynamise, on lui redonne son aspect, son état naturel. Quoi. Voilà. C'est ça qu'on fait ça. C'est peut-être pour ça aussi que le mandala est si beau. Alors moi je m'intéresse beaucoup à l'aspect énergétique aussi de ce qu'on est en train de faire. On a créé donc un jardin mandala et du coup on a essayé d'avoir une notion d'alignement, de géométrie. Donc on l'a aligné notamment sur les points cardinaux, on a aligné les allées du mandala nord-sud, est-ouest. Et ensuite le zoom, pour moi ça crée vraiment une énergie, c'est basé sur, comme on le disait, de la géométrie sacrée. Et du coup, j'avais envie de prendre en compte un peu voilà, la dimension énergétique aussi de ce qu'on fait. Et donc on a des groupes de géobiologues qui sont venus sur le terrain, qui ont regardé un peu les lignes, les phénomènes qui avaient lieu ici. Et du coup on a construit aussi en fonction de ça. Et du coup on a un visuel aussi de ce qui se passe comme phénomène énergétique sur le mandala. On a un vortex comme dans les églises romanes qui est maintenant situé au centre du Zôme. Et tout ça, ça dégage une atmosphère, une ambiance. On s'en rend compte nous en travaillant, on a des moments où juste on s'arrête et on est là. Et, on ressent ce qui se passe en nous, on a le sourire qui monte. Enfin voilà, il y a vraiment une énergie qui est porteuse. Et voilà, et c'était un peu une des envies aussi de créer un Zôme comme lieu de ressourcement, quoi, de bien-être. Et donc pour moi, il fallait prendre en compte cette dimension énergétique. Voilà. C'est récemment qu'on a planté des petites dents d'ail et des petites échalotes. Donc les échalotes, je les ai même divisées en deux, comme ça me fait 2 germes, j'ai 2 échalotes. Donc là, elles germent tranquillement et elles sont en couche froide. Ensuite, on va sûrement semer en pleine terre aussi moult oignons, moult ail, pour que aussi dans les mandalas, au pied des arbres, ils puissent avoir leur fonction antifongique et antibactérienne. Cette serre, vous la voyez en démarrage, on a reconstitué les sols, on a repiqué des plantes, il y a des plantes qui sont en stand-by. Petit à petit, la saison va avancer, ça va être de plus en plus couvert de plantes. Les plantes vont prendre leur essor au niveau vertical, certaines vont grimper, certaines vont aller s'accrocher sur tous les systèmes qu'on a insérés là-haut pour qu'elles puissent tenir. Donc on a plein de petites bouts de raffia qui permettent aussi de les accrocher sur des petits bouts de bambou pour pouvoir les diriger dans plein d'endroits et qu'elles puissent occuper un maximum d'espace sans se gêner. Il y a aussi dans cette serre un petit système de lumière pour qu'on puisse travailler jusqu'à tard le soir s'il y a besoin d'arroser, s'il y a besoin de faire quelque chose, s'il y a besoin d'intervenir. Donc ça c'est quand même pratique. Et il y a quand même tout ce qui est très important dans une serre, c'est un système d'arrosage. Donc on a une cuve qui est dans la serre à semis juste à côté, qui a une pompe qui nous envoie l'eau jusqu'ici. Cette cuve, c'est de l'eau de pluie qui est récupérée et qui est dynamisée par un système de vortex. Donc depuis qu'on est au Bouchot, on a reconstitué la terre, le sol, en utilisant beaucoup de déchets végétaux bruts, des feuilles, des branches qu'on a réintégrées dans le sol pour lui redonner la vie. Et ça, c'est une question fondamentale parce que beaucoup, on peut faire, bien sûr, on va faire de la permaculture sur un sol qui est encore en très bon état et ce qui devient de plus en plus rare en France. Et donc on va obtenir des résultats, on va dire ça pousse tout seul, etc. etc. Mais pourquoi ça pousse tout seul? Parce qu'on est sur des limons, on est sur des terres qui ont encore une certaine, entre guillemets, richesse. Là, quand on est sur des terres qui sont très dégradées, ce qui va être un cas qui va se reproduire de plus en plus, puisqu'on a beaucoup de terres en France qui sont déjà dégradées, et en France et ailleurs, dans le monde, ça devient un problème majeur, c'est la dégradation des sols. C'est-à-dire qu'on a beaucoup tiré de la terre et on ne lui a pas redonné.
Et donc il va falloir qu'on lui redonne de la matière organique pour recréer la vie dans le sol. Et ça, c'est spécifiquement ce qu'on fait au Bouchot, puisqu'on part de sable. Et que maintenant, on commence à avoir, par exemple, une forêt-jardin qui a une certaine productivité, j'aime pas l'expression, mais qui génère de l'abondance, je préfère. Et qui donc va permettre de nourrir les habitants du lieu, les woofers, les stagiaires, les gens de passage. Et c'est ça qu'on tend à faire, c'est redonner au sol sa vie et sa place. Et c'est la base, je veux dire, la terre, c'est le début de la vie. À la base, je suis plutôt quelqu'un de rationnel et plutôt dans la démarche scientifique. Mais c'est qu'il y a un moment, voilà, donc je me suis posé des questions pour comprendre le monde, comprendre les lois de l'univers, et qu'il y a un moment, on se rend compte qu'il faut faire marcher ensemble la science et la spiritualité, je pense, pour avoir des réponses à nos questions. Et du coup, les hommes, quand j'ai découvert ça, je trouvais ça déjà juste beau. Et après, par exemple, quand on parlait des effets énergétiques du zome ou quoi, je disais pourquoi pas, mais je garde une attitude sceptique, on va dire, dans ma recherche de savoir et de vérité. Mais comme disait Julien, quand on grimpe là-dessus, quand on passe là-dessus, vraiment ça dégage quelque chose. Il se passe effectivement des choses étranges. Moi, je suis assez d'accord avec ce que Noé a dit, parce que j'ai pas le même ressenti que Juju, par exemple, qui est là, qui va vraiment avoir des détails ou un aspect, une capacité d'écrire avec des mots beaucoup plus pointus. J'ai essayé de lire Yann Lipnik, j'ai pas trop réussi, et j'ai pas cette boîte à outils là pour l'instant, je l'utilise pas vraiment. Mais en tout cas, il faut être sûr de quelque chose, c'est qu'effectivement, croyant, pas croyant, ou sceptique ou pas sceptique, d'ailleurs on s'en fiche, il y a effectivement quelque chose, il y a une notion énergétique vibratoire assez forte ici. Il y a le jardin mandala, il y a le zome, et il y a des phases, il arrive des fois où les cerveaux se débranchent et il se passe des choses assez intéressantes. Ça va être des crises de fou rire, ça va être des moments d'égarement total et on ne sait plus, on est obligé de se recentrer. Et c'est pour ça que c'est bien qu'on travaille à trois, c'est que quand il y en a un qui part, les autres le rattrapent et lui disent « Oh, reviens un petit peu avec nous, il y a un clou à planter là ». Voilà un petit peu comment ça se passe ici. Et c'est assez marrant, c'est rare comme construction. Moi je l'adore. Mais il faut le voir, je montrerai des photos lorsqu'il y a des feuilles. Quand il y a des feuilles, tu t'imagines, tu as une voûte et tu vois plus rien, tu vois plus que des feuilles partout. Donc tu as vraiment l'impression de rentrer dans un petit chemin sombre et comme tu as la lumière qui arrive comme ça, c'est un côté magique. C'est-à-dire que le matin, quand il y a plein de feuilles, à 8 h du matin, tu as vraiment l'impression que tu arrives là et que tu as toutes les fées et tous les lutins du Bouchot qui sont réunis là, ils vont commencer à te parler. Donc c'est un côté complètement magique le matin. Et ce que j'aime bien également ici, c'est comme on a mis des charmilles. Tu veux, le principe du charmille, c'est qu'il va te faire un gros couvert, il va te mettre plein d'ombre. Donc en été, parce qu'il y a énormément de feuilles. Mais ce que j'aime bien, c'est les troncs des charmilles. Parce que si tu regardes bien les troncs sont très découpés, sont des formes bizarres. Donc en fin de compte, avec l'ombre des feuilles, le soleil, si tu as un peu d'imagination, si tu as un peu un âme d'enfant, alors tu te racontes des histoires simplement en jouant sur les troncs. Donc tu viens avec des enfants le matin, et puis tu te mets là, tu te dis voilà, ça ce sont vos copains, alors on va s'imaginer qu'on est dans la forêt. Alors ça c'est quoi? Alors ah bah ça c'est un petit lutin, mais ça c'est une fée. Donc les ombres qui vont se développer sur les troncs donnent une place extraordinaire à l'imaginaire. Et alors ce qui est beau ici également, c'est que nous donc on a planté les charmilles et on a planté ce saule tortueux, ainsi que ce saule pleureur. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que nous n'avons rien planté. Rien à part le boulot.
Donc cette forêt, elle a été construite d'elle-même. C'est-à-dire que ce sont les arbres qui sont venus, ils ont fait des bébés, ils se sont enracinés dans le lieu. Donc ça, c'est encore une preuve qu'en fin de compte, il suffit de mettre une petite graine quelque part, de lui foutre la paix, de la laisser tranquillement, et elle sait exactement où elle va devoir se planter pour se reproduire et pour grandir. Donc je dis souvent aux gens, quand vous achetez un lieu, n'essayez pas de réfléchir de façon rationnelle où est-ce que vous allez mettre vos plantes. Laissez vos plantes elles-mêmes vous dire où est-ce qu'elles veulent aller. Donc n'hésitez pas, mettez une plante là, et puis regardez comment elle se comporte. Puis vous sentez qu'elle ne se comporte pas très bien, mettez une plante à un autre endroit. Puis à un moment donné, vous laissez faire. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que les deux plantes que vous avez mises à droite et à gauche, elles vont mourir, mais vous allez avoir un bébé qui va pousser de l'autre côté. Parce que c'est elle qui sait exactement où se placer. Donc c'est comme ça qu'on imagine son superbe jardin. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement apporté de la vie. On a apporté plein d'arbres et plein de plantes différentes. Puis après, c'est la nature qui a fait le boulot. Le vent, les oiseaux, c'est eux qui ont fait le boulot. Là, on va faire des pommes de terre. Là, on va faire des pommes de terre. Tiens, ça, c'est une forme d'agroforesterie, tu vois. On fait des pommes de terre entre des lignes d'arbres qui sont jeunes pour l'instant, mais qui vont grandir. Et là, pour l'instant, donc, paf, on utilise l'espace pour faire des pommes de terre. Et ça marche bien. L'année dernière, c'était un peu sec. Là, on avait une serre tunnel, mais on l'a démontée. Parce qu'avec le vent, elle s'est envolée. On va faire, on va probablement planter des haricots, plutôt des haricots. Et donc ça fera, on a déjà comme ça les tuteurs pour les haricots. Vieux Fergus, hein, révolution de l'agriculture de 1945, Massey Ferguson, ça a cassé le dos de plus d'un agriculteur et ça a révolutionné l'agriculture française. Tu sais que ce tracteur a révolutionné l'agriculture française. C'est à cause de ce tracteur que la traction animale a disparu. En Sologne, ici, c'est l'arrivée de Massey Ferguson dans les années 50. Celui-là, il a mon âge, il est de 55, qui a arrêté la traction animale. Et qui a fait que les agriculteurs ont basculé de traction animale à traction mécanique. C'est fou. Notre brave petite ânesse ici. Voilà, coucou Chouba. Ça va ma grande? Oui, oui. Donc ça, les petits ânes, c'est carrément différent que des chevaux. Hein. C'est au niveau même de son comportement, de son mode de vie. Bien qu'ils vivent ensemble très bien, hein, ça diffère tout à fait. Donc là, il y a la mère et la fille qui est juste derrière, Chouba et Raban. Et donc, ils sont deux ânesses, deux femelles qui s'entendent très bien et qui sont arrivées les premières. C'est les premiers équidés à être arrivés ici. Donc c'est les... Parce qu'ils arrachent d'une certaine manière, qui fait que l'herbe repousse mieux que quand nous on coupe à la tondeuse. Et alors un cheval, si on l'intègre plus, admettons qu'Elienta ait pas mal au dos, on aurait pu par exemple lui apprendre à être attelé pour pouvoir tirer quelque chose, l'intégrer plus profondément dans le système. Mais étant donné qu'elle a mal au dos, on ne va pas l'embêter. Et regardez, il se roule. Ça, c'est le meilleur moyen de savoir qu'un animal est en bonne santé, s'il arrive à faire le tour, voilà, entier comme ça. C'est bien, ma grande. Et oui. Et alors, ils font comme les chats, hein. Quand ils s'approchent d'une zone, on les voit, ils sentent, ils tournent un petit peu en rond, hop, et ensuite, ils vont plier les jambes et ils vont s'allonger. Hop. Et toujours au même endroit, hein. C'est très rituel chez les équidés, chez tous les ongulés, même de se rouler de cette façon. Ah oui. Elles sont où les portes? Je comprends pas. Lorsque nous sommes installés ici en 2002, il n'y avait rien. Il n'y avait plus aucune vie, ni au Bouchot, ni dans les bâtiments, ni sur les terres. Et on a voulu redonner de la vie au lieu. Et la seule façon de redonner de la vie au lieu, c'était d'arrêter les pesticides, d'arrêter tous les produits chimiques et de relaisser la nature se développer.
C'est ce que nous avons fait, nous sommes arrivés. Et puis un jour, lors d'un stage en 2008 ou 2009, quelqu'un est venu au Bouchot, il nous a dit « Mais c'est incroyable, vous faites au Bouchot de la permaculture. » Nous ne savions même pas ce que ça voulait dire. Et Jean-Philippe s'est intéressé à ce principe, ce concept de la permaculture. Il a commencé à lire tous les ouvrages existants sur la permaculture. Et on s'est rendu compte qu'en effet, notre approche de la nature et de notre façon de vivre correspondait à l'approche que l'on a lorsque l'on veut respecter la nature et lorsque l'on veut faire de la permaculture. Au nord, on a créé sur ce cercle comme une part de camembert en moins qui donne accès au nord à un processus, tout ce qui est lié à la décomposition, donc au froid, à la régénérescence aussi, mais un compost qui va lui décomposer la matière avec des micro-organismes, qui va diffuser des minéraux, des nutriments aux plantes qui vont pousser juste autour. Et donc ça se remplit jusqu'en haut. Une fois que c'est plein, ça diffuse en continu. Et après, la terre qui est là, on peut la reprendre et la poser directement dans le kéol. Donc c'est un circuit fermé. Sauf que soit on apporte des légumes, soit c'est les fauches des plantes qui sont là quand elles sont mortes, on les remet directement à l'intérieur. Et donc là, pour reconstruire un sol, eh ben, on a mis du bois pourri avec des champignons qui traînaient un peu partout dans le Bouchot. Après, on a fauché de la matière verte, donc c'était l'année dernière qu'on a fait ça, de la matière verte azotée, donc de la consoude, des orties, ce genre de choses, fraîches, qu'on a mis à l'intérieur de ces branchages avec des bouts de racines, tout ce qu'on trouvait, pour que ça se décompose. Mais donc on n'a pas planté directement, parce que si on plante directement dans la matière verte qui se décompose, ça brûle les racines. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait par-dessus? On a rajouté du végétero, donc c'est de la matière organique qui s'est bien décomposée, sauf les petits bouts ligneux qui restent encore. Et ensuite, on avait mis des feuilles partout dessus. Bon, les feuilles, elles sont en partie décomposées, parce que les poules les ont grattées quand on les a libérées et que ça se décompose aussi très vite dans le sol. Et donc, on voit aussi qu'on avait mis de la terre jusque-là. Enfin, le niveau de terre arrivé jusque-là, ça s'est affaissé. Ça veut dire que ça a décomposé en dessous, que l'air, que ça s'est mis en place. Donc là, la terre qui est produite par le compost va progressivement mettre à niveau toute cette surface qui, elle, doit être en pente. Au fur et à mesure, elle va reprendre une pente pour arriver comme ça. D'accord? Donc comme ça, du coup, on récupère les rayons du soleil tout autour en fonction de son déplacement sur notre kéol. Et donc là aussi, on va planter tout ce qui est aromatique, médicinal et condimentaire parce que ça reste assez proche de la cuisine. Ce qui aussi est intéressant à considérer, c'est que nous sommes ce que nous absorbons. C'est-à-dire que si on mange quelque chose, c'est notre premier médicament, c'est ce qui nous constitue. Et de ce point de vue-là, manger des végétaux ou des animaux, on est des omnivores, les humains sont des omnivores, mais manger des végétaux, parce que c'est quand même la base, ça doit être la base de notre alimentation, qui soient des végétaux frais, juste sortis de la terre, ben oui, c'est la meilleure alimentation qui soit, parce que c'est une alimentation vivante. Et que si on prend des végétaux qui ont été élevés dans des conditions un peu déplorables, je veux dire chimiques, etc., et que on n'a plus des végétaux vivants, on a des végétaux qui sont un peu portés par la chimie, l'agrochimie, et donc ce que nous allons ingérer, ça n'a plus rien à voir. Ça n'est plus une alimentation vivante. Donc ce qu'on va chercher à faire, bien évidemment, c'est produire de l'abondance. Et ça, c'est vraiment l'objectif de la permaculture. Et de la partager, évidemment. Et en même temps que
que cette alimentation, elle vienne directement du jardin à côté, quoi, de la forêt, de tout près, qu'elle soit encore dans son état presque naturel.